Bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis Monsieur Stark. J'entends François Stark, je suis adjoint au maire, en charge notamment des entretiens de Pessac, avec Nathalie Neveu, la directrice de cabinet de notre maire, la voilà, qui court. La voilà qui court et qui ramène un livre. Et je vais attendre qu'elle rentre. Voilà, et donc avec Nathalie Neveu qui rentre dans la salle, nous sommes ravis d'accueillir Agnès Verdier-Molinier. Ouais. Ça nous fait, ça nous fait très plaisir et un grand merci. Euh, Agnès Verdier-Molinier fait l'aller-retour. Elle est arrivée il y a une demi-heure et elle repartira à Paris à 20h. Donc un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas loin, que 2h04. C'est 2 heures, 2 ouais, heures. c'est vrai. Pour une Parisienne, c'est pas loin. C'est tout près, on va dire. Vous la connaissez très certainement, juste pour vous rappeler que c'est quand même une locale de l'étape, née à Talence, une famille de viticulteurs, pas très loin, vers Cadillac, étudiante à Bordeaux-Montaigne. J'étais ce matin à l'université Bordeaux-Montaigne pour le dialogue territorial avec la ville, donc des études d'histoire contemporaine à Bordeaux-Montaigne. Et puis, vous la connaissez comme directrice de la fondation IFRAP, à l'Institut pour la recherche sur les administrations et les politiques de la ville. Vous la voyez à la télé, chroniqueuse récurrente dans plusieurs émissions, notamment sur la 5, C'est dans l'air, et puis plusieurs chaînes d'information. Et puis, moi je lis aussi vos chroniques dans les revues. Et puis, vous la connaissez comme autrice de plusieurs livres. Le premier qui a été un best-seller, c'était 2015, il y a 10 ans pile, On va dans le mur. Ça a été un best-seller qui a été lu. Je me demande s'il a été lu par nos dirigeants actuels. Parce que 10 ans après, on est face au mur. Et donc, Agnès Verdier a été obligée d'écrire un deuxième livre, publié cette année, Face au mur. Voilà. Je vous recommande ce livre. C'est une mine d'informations. Voilà. Vous aurez d'ailleurs tout à l'heure la possibilité on organisera un temps de dédicace après la conférence et les questions. Donc n'hésitez pas à vous le procurer et à le faire dédicacer. C'est une mine d'informations. J'ai appris plein de choses. Alors, il y a un état des lieux, il y a des propositions, on va en reparler. 2025, c'est aussi une date d'anniversaire, un anniversaire malheureux, puisque 1975-2025, 50 ans. 50 ans de déficit public. Puisque là, je crois que c'était en 1974 où... Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Encore un très grand merci. On vous laisse le micro pour cette conférence. Encore un grand merci. Merci François de m'avoir accueilli si gentiment à Pessac. Et merci à Nathalie qui m'a écrit un jour est-ce que vous seriez d'accord pour venir à Pessac faire une petite conférence? Évidemment, j'ai vu Pessac, je me suis dit bon, alors ça, je peux pas dire non. Je dis oui tout de suite. Et après, Nathalie m'a dit oh là là, vous répondez très vite. Oui, voilà. Bon, pourquoi? Parce que voilà, ici, je suis un peu chez moi. J'ai même un peu de ma famille ici ce soir qui est venue. C'est là que j'ai grandi. Alors, plutôt vers Tabanac que vers Cadillac, mais c'est presque pareil. C'est un peu le même coin. Et puis ma famille aussi à Camblane. Donc, vous voyez, on n'est pas loin. Et ça m'a fait quelque chose de venir là depuis la gare et de me dire, tiens, voilà, je reviens dans la ville où j'ai fait mes études pour faire une petite conférence avec les Pessacais, les Pessacaises, et c'est vraiment sympa. Alors, ce livre, évidemment, j'aurais aimé pas l'écrire, je vous le dis clairement, parce que quand j'ai écrit en 2015, On va dans le mur, je voulais qu'on se réveille un peu sur les normes, sur le nombre d'administrations qu'on a en France, sur le coût de production des services publics, sur
En fait, cet empilement qu'on a sur le fait qu'on travaille moins que dans les autres pays, sur le fait qu'on a oublié qu'avant de distribuer de la richesse, il faut d'abord la créer et que ça se crée où? Ça se crée dans les entreprises et ça, vous le savez pertinemment. Et donc, c'est vrai que j'avais sorti ce livre à l'époque pour dire attention, on est en train de mettre la France sur pause. Hein. Déjà, vous vous en souvenez, hein, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'était le ras-le-bol fiscal. Hein. Vous vous souvenez de Moscovici, qui était venu en vacances d'ailleurs sur la côte basque et qui avait eu vraiment, on lui avait tiré les bretelles partout où il passait pour dire mais enfin, qu'est-ce que c'est cette folie fiscale qui nous tombe dessus là, les commerçants, tout le monde. Les restaurateurs, tout le monde lui avait dit mais on ne peut pas continuer comme ça. Il était rentré à Paris en disant il y a un ras-le-bol fiscal. Je peux vous dire que le ras-le-bol fiscal, là, il y a un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui vient de sortir et il ne fait qu'augmenter. Voilà, il y a plus. Alors, pendant des années, on a dit les Français sont incroyables. Parce que leurs administrations sont pléthoriques, le coût de la dépense est énorme, le poids des impôts est énorme, mais ils ont un merveilleux consentement à l'impôt. Voilà. Voilà. Et alors, ce consentement à l'impôt, il est en train de s'effilocher petit à petit. Pourquoi? Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on met de plus en plus d'argent dans la machine et que la qualité des services publics en face, elle n'est pas meilleure, elle est plutôt moins bonne. Et donc, il y a de la perte en ligne, il y a ce que nous dénonçons à la Fondation IFRAP depuis longtemps, des problèmes de productivité, on va dire, mais c'est un gros mot. Hein, quand on parle de productivité dans les services publics, oh là là, on nous dit, mais de quoi vous parlez de temps de travail, vous savez, moi, j'ai travaillé sur les premiers rapports qu'on a fait sur le temps de travail dans les collectivités locales, par exemple. Et c'était super intéressant parce qu'on disait, en fait, les 35 heures ne sont pas appliquées, c'est moins. Et alors, on était les premiers à dire ça parce qu'on s'était intéressé à l'absentéisme dans les collectivités et on s'était rendu compte qu'il y avait un nombre de jours en moyenne par an d'absence par agent qui était dingue. Alors, ça dépendait des villes, etc. Bon. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas à 1607 heures, qui était le nombre d'heures normales travaillées à temps plein, mais plutôt à 1550, 1563, suivant les villes. Et alors, on a mis ce sujet sur la table. Et moi, j'ai été même auditionnée avec mon équipe à la Cour des comptes avec tous les présidents de toutes les chambres régionales des comptes de toute la France. Et certains disaient ah oui, mais pourquoi vous auditionnez cette dame et son équipe parce qu'on était assez mal vus à l'époque, parce que c'était des gens de la société civile qui s'intéressaient aux politiques publiques. Alors, oulala, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait? Parce qu'il fallait laisser ça aux hauts fonctionnaires et à tous ceux des administrations qui étaient quand même beaucoup plus intelligents que nous et que nous, on ne pouvait pas trop comprendre ce qui se passait. D'ailleurs, je peux vous dire qu'on a ramé sur certains sujets, je vais y revenir. Mais cette histoire d'absentéisme, de temps de travail, etc., on l'a mis au jour. Derrière, des parlementaires s'en sont saisis. Derrière, on a dit, tiens, ce serait peut-être bien qu'on fasse un rapport quand même sur le sujet. Et on a été auditionné par, il y avait une cinquantaine de personnes de tous les corps d'inspection pendant 2h30. Après, c'était l'heure du déjeuner. Et je commençais à être un peu fatiguée. J'ai dit, bon, maintenant, on va s'arrêter. Et alors, ils nous ont auditionnés. On a eu à peine un verre d'eau. Et puis, à la fin, ils ont fini par prendre un rapport pour dire qu'il fallait peut-être faire les 35 heures au moins dans les administrations. Et on a trouvé ça quand même assez bien. Et on est aussi à l'origine, par exemple, du jour de carence pour les agents publics. Il y a 3 jours de carence dans le privé. Alors, c'est vrai qu'ils sont parfois pris en charge dans certaines entreprises, etc., par les conventions collectives. Mais nous, on est pour des jours de carence qui ne seraient pas pris en charge pour tout le monde, 2 jours par an à chaque fois qu'on est arrêté. Alors, peut-être avec un maximum par an, autour de 6 jours par an, comme dans la convention bancaire. On peut imaginer plein de choses. Mais le coût de l'absentéisme, aujourd'hui, public plus privé, c'est plus de 30 milliards d'euros par an. Voilà. C'est absolument gigantesque. Et pour vous donner une idée, dans la dépense de défense, hors pension militaire, on arrive à peine aux 50 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, on a 30 milliards de coûts d'absentéisme, 50 milliards de dépenses de défense. Là, on n'arrête pas de parler du réarmement, des équipements militaires, etc., etc. Et en fait, c'est pour vous dire que qu'est-ce qui s'est passé sur toutes ces années-là? On parle depuis 1974. Pendant qu'on a baissé en part de PIB les dépenses régaliennes, on a fait exploser les dépenses sociales, autour de 33% du PIB, ce qui est absolument gigantesque. Et en fait, les missions premières de protection, de sécurité, etc., elles ont été un peu oubliées pour dire, tiens, on va faire des aides pour ceci, des aides pour cela, des assurances pour ceci. Alors, au départ, en 1945, quand on a commencé à réfléchir à la sécurité sociale, etc., c'était
parce que quelqu'un travaillait, qu'il avait une assurance. Mais ensuite, on a dit, bah oui, mais il faudrait quand même faire l'assurance maladie pour tout le monde, faire aussi un système de retraite minimum, finalement ce qu'on appelle la SPA, hein, qui en fait est délivré le minimum vieillesse, même si vous n'avez pas cotisé. Et tout ça, ça fait qu'à la fin, ça nous coûte hyper cher et que on est aussi dans un système qui désincite au travail. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Et j'ai eu l'occasion d'en débattre avec Jean-Philippe Tanguy du RN la semaine dernière sur France 2, dans une émission qui était animée par Caroline Roux, qui s'appelle L'événement. Et je lui disais, mais vous ne pouvez pas être pour la retraite à 62 ans et pour augmenter le taux d'emploi en France. Parce que ce que nous, on a montré à la Fondation IFRAP, c'est qu'il nous manque 7 milliards d'heures qui sont pas travaillées en moins par rapport à la moyenne des autres pays européens. 7 milliards par an. Et ça fait un coût sur le PIB de la France d'environ 80 milliards d'euros qui est perdu. Vous voyez ? Et ça veut dire que ça fait plus de 40 milliards de recettes fiscales et sociales qui ne sont pas perçues parce qu'il n'y a pas ces milliards d'heures qui sont travaillées par les Français, etc. Et alors, le problème, c'est que beaucoup de politiques disent, bah, nous, on est pour qu'on travaille plus en France, mais quand on commence à leur dire, bah oui, mais il va falloir repousser l'âge de départ à la retraite, alors là, il n'y a plus personne. Et ce que j'ai essayé de faire avec ce livre Face au mur, c'est d'expliquer en fait tous les défis qu'on a devant nous, toutes les solutions qu'on peut appliquer. Dans mon livre, il y a 50 propositions qui sont toutes issues de tous les autres pays européens. Comment ils ont fait pour redresser leurs finances publiques et en même temps créer des emplois marchands, avoir moins de chômage que chez nous, avoir finalement un PIB par habitant plus élevé et des niveaux d'impôts qui sont moins élevés à la fin. Et à la fin, avoir quand même des dettes en pourcentage du PIB qui sont plus faibles. Parce qu'aujourd'hui, on est la lanterne rouge sur le déficit public, on est la lanterne rouge sur l'augmentation de la dette. Hein, et ça aussi, j'en ai pu reparler avec le président de la République quand j'ai eu une émission sur TF1 le 13 mai dernier où j'avais 2 questions à lui poser. Donc voilà, c'était quand même un truc incroyable. Et donc j'ai préparé pendant une semaine avec mon équipe ces 2 questions. Et les 2 questions, c'était un sur la dette. Et alors, je me suis dit, bon, il va tout de suite me répondre, ah bah oui, mais il y a eu le Covid, il y a eu la crise énergétique, il y a eu l'inflation, il y a eu ceci, il y a eu cela, la guerre en Ukraine. Bon. Alors, on a fait avec mon équipe tout le ratio de combien de dettes on aurait en plus si on s'était endetté comme la moyenne des pays de la zone euro hors France. Eh bien, ce n'était pas plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires, mais c'était 500 milliards de dettes supplémentaires. Ça veut dire qu'on a 500 milliards de dettes en plus qui ne sont pas explicables. Et en plus, je lui ai cité son propre livre en lui disant, bah, dans votre livre Révolution, vous vous êtes présenté devant les Français en disant que ce n'était pas possible de continuer à endetter les générations futures, etc. etc. Parce que lui, il m'a fait un graphique, on ne comprenait rien, où il y avait marqué le pourcentage d'augmentation de la dette entre les différents présidents de la République. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est commencer à gérer un pays à un moment, à un instant T où il y a déjà eu une accumulation supplémentaire de dettes. 600 milliards de dettes supplémentaires sous Nicolas Sarkozy, 400 milliards de dettes supplémentaires sous François Hollande. Là, on va vers les 3400 milliards de dettes. Donc, voilà, on est quand même dans des niveaux de dettes qui sont gigantesques. Et lui, il savait pertinemment, quand il s'est présenté devant les Français, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et pour autant, on a complètement, j'allais dire, lâché la caravane de la dépense. Et ça... d'une certaine manière, j'en veux à nos politiques parce que nous, on a beaucoup réfléchi pendant le Covid. On a eu le temps de réfléchir, vous allez me dire, parce qu'on était tous confinés. Et je peux vous dire, être confiné à Paris, c'était pas hyper sympa. Et on avait aussi plein de questions, on se posait plein de questions. Et on s'est dit, nous, on demande 0 à l'État. On fait pas de chômage partiel, on demande aucune aide. C'était difficile parce qu'on voyait les dons de la fondation qui chutaient, etc. Et on s'est dit, au contraire, on va bosser 2 fois plus et on va essayer d'éclairer nos concitoyens sur la suite. Et à ce moment-là, on fait plusieurs études, notamment une étude sur la dette. Et on sort une énorme étude sur les fragilités de la dette française. Et là, moi, j'ai des gens de Bercy qui m'appellent et qui me disent on n'est pas trop d'accord avec votre étude, on voudrait vous voir, etc. Je dis OK, on se voit dans un endroit neutre et on parle du sujet. Et là, on échange pendant 2 heures sur tout le sujet de la dette. La dette indexée sur l'inflation, qui fait que ça coûte plus cher de rembourser la charge de la dette chaque année. Parce qu'il faut savoir que sur la dette française, on ne rembourse pas le capital, on paye les intérêts tous les ans. Et à la fin, en fait,
quand la dette arrive à échéance, il faut rendre le capital et donc pour le refinancer, on est obligé de réemprunter. C'est pour ça qu'on emprunte de plus en plus chaque année. Et c'est pour ça qu'on est dans une sorte de ce qu'a appelé le gouverneur de la Banque de France, il l'a dit ce matin, c'est un peu l'étranglement ottoman, c'est-à-dire petit à petit, on est de plus en plus étranglé par la dette et c'est une asphyxie lente un peu et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour notre pays en fait. Et c'est pour ça que j'ai sorti aussi ce livre Face au mur parce que j'entendais tellement de Parisiens très très intelligents qui sont très très introduits à Bercy et tout qui disaient finalement c'est trop compliqué, il n'y a qu'à attendre le FMI. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement dommageable. Alors, certains me disent maintenant, en fait, le FMI ne viendra pas. De toute façon, on aura une lente descente aux enfers. Mais c'est pas mieux, en fait, je vais vous dire. Et puis, en réalité, ils n'en savent rien. Et puis, personne n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que la dette continue d'augmenter, que la charge de la dette, elle va aller à 100 milliards par an dans quelques temps, dans pas si longtemps que ça. Et malheureusement, c'est autant d'argent qu'on ne va pas consacrer à l'hôpital, à l'éducation, etc., etc. Voilà. Et petit à petit, la charge de la dette va être tellement importante dans nos comptes qu'on va devoir faire des coupes sombres à côté. Et c'est pour ça que moi je dis, pour reprendre notre destin en main, il vaut mieux anticiper, réformer et pas se retrouver dans cette situation où la charge de la dette augmente. Pourquoi la charge de la dette augmente ? Parce que les taux petit à petit augmentent. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, mais oui, mais moi j'ai regardé les taux, on reste à 3,48, ça n'a pas tellement augmenté, etc., etc. Mais en fait, on est dans une telle instabilité. Et cette instabilité, elle est hyper liée à notre situation budgétaire, en fait. Quand Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, pourquoi il le décide ? Est-ce qu'il l'aurait décidé si on avait des comptes à l'équilibre, on était en excédent ? Pas une seule seconde. Voilà. Il ne l'aurait pas décidé. Pourquoi il décide de ça ? Parce qu'en 2022, il n'a pas une majorité. Il n'a pas voulu faire de coalition. Et ça, je lui ai dit aussi sur le plateau de TF1. Je lui ai dit, mais enfin, monsieur le président, dans n'importe quel autre pays européen, dans la situation de 2022, avec les suffrages suite aux législatives, il y aurait eu une coalition, avec les LR notamment. Et il y aurait eu un programme de coalition, peut-être 120, peut-être 400 pages, j'en sais rien, mais avec des objectifs. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Là, il y avait zéro cap. On était en navigation à vue. On était dans une situation où toutes les lois de finances passaient au 49.3. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'on faisait ? On ne faisait jamais de réarbitrage en cours d'année si jamais on voyait que les recettes ne rentraient pas. Et ça, c'est hyper grave. Parce que quand vous voyez que les recettes ne rentrent pas d'habitude, quand vous avez un budget qui n'est pas le bon, vous ajustez le budget. Ça veut dire que vous faites une loi de finances rectificative. Mais vous ne pouvez pas faire de loi de finances rectificative au 49.3 tout le temps, en faire plusieurs dans l'année, ce n'est pas possible. Déjà, vous avez eu du mal à faire passer un budget initial. Vous n'allez pas recommencer plusieurs fois par an derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est aussi ce qu'a dit Bruno Le Maire ces derniers jours, parce qu'il a été beaucoup attaqué sur ces questions. Et c'est vrai qu'il avait appelé plusieurs fois, et moi je m'en souviens très bien, à faire des lois de finances rectificatives et qu'à chaque fois c'est resté lettre morte. Vous allez me dire, il aurait pu le frapper du poing sur la table, dire qu'il ne pouvait pas rester au gouvernement, etc., etc. Mais néanmoins, il y a eu des appels du pied pour essayer de redresser la barre et ça n'a pas été fait. Et ça, c'est 2023, 2024 et maintenant en 2025, qu'est-ce qu'on entend ? Les recettes de TVA ne rentrent pas. Alors, il y a une anticipation des recettes de TVA à 216 milliards d'euros. L'année dernière, on a eu à peu près 211. Et là, on subodore qu'on va peut-être être en dessous des recettes de TVA de 2024, alors que soi-disant, on a de la croissance. Donc en fait, on est tanké. C'est ça la réalité de la France aujourd'hui. C'est comme un bateau qui est enlisé, qui s'est pris dans la vase et on n'arrive plus à remonter. Pourquoi ? Parce que d'abord, nos concitoyens, je ne sais pas vous si vous faites des méga investissements en ce moment, si vous avez des super projets d'achat immobilier, etc. En fait, tout le monde est à l'arrêt. Et ce n'est pas simplement les ménages, c'est aussi les entreprises. Et les ménages thésaurisent. On a des niveaux d'épargne qui sont dingues, autour de 19%, comme si on était dans une énorme crise. En fait, la crise, on l'a créée nous-mêmes avec ces questions budgétaires qu'on n'a pas été capable d'affronter. Et ça aussi, moi, je n'ai pas compris pourquoi le président de la République n'avait pas, à un moment, dit les choses clairement aux Français en disant, voilà, on a trop dépensé, on est allé trop loin. Maintenant, si on veut garder notre souveraineté, si on veut garder notre liberté, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet,
quand j'ai sorti d'autres livres depuis le Covid et à chaque fois, j'ai essayé d'expliquer qu'on ne pouvait pas avoir 54% de la dette détenue par des non-résidents, par des étrangers. Alors, on dit il y a l'assurance vie des Français, c'est énormément placé en dette française. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. Au début des années 2000, on était à 40% de la dette négociable de la France qui était détenue par les assurances vie françaises. Aujourd'hui, c'est 9%. Ça a énormément chuté. Hein. Donc, on est dans une situation où on a complètement laissé dériver notre dette et en plus, les adjudications, elles se font auprès de personnes qui ne sont pas du tout des résidents français. Et on ne connaît même pas leur nationalité. Alors, les Américains sont bien meilleurs que nous là-dessus. Ils font une note du Trésor annuelle où ils donnent nationalité par nationalité les montants de la dette américaine détenue à l'étranger. Nous, on n'est pas fichus d'obtenir cette information-là de Bercy. Même si à un moment, Bruno Le Maire avait été justement questionné là-dessus, il avait répondu, par exemple, sur la détention par la Chine de la dette française. Il avait répondu que ça commençait à faire peut-être entre 300 et 400 milliards, mais on ne savait pas exactement combien. Hein. Donc, 300 ou 400 milliards, c'est grosso modo ce que détient l'assurance vie française de dette française, pour vous donner une petite idée. Donc, le sujet, c'est qui sont les détenteurs de notre dette ? Eh ben, on n'arrive pas à le savoir. Il y a un amendement qui avait été voté en loi, c'était une loi comptable, une loi organique qui était votée, qui s'appelait la loi Woerth-Saint-Martin. Cette loi, au Sénat, il y a eu un amendement qui a été voté à l'unanimité de tous les bancs. Cet amendement disait qu'il voulait demander justement à Bercy l'identité des détenteurs de la dette, mais enfin en termes de nationalité, mais pas en termes de nom. Mais ça a été rejeté à la demande du gouvernement en commission mixte paritaire. Et donc, c'est quand même un énorme sujet. Alors, ce que j'explique aussi dans ce livre, celui-là, c'est que la dette à très court terme de l'État, elle est aussi détenue majoritairement, à plus de 93%, c'est des étrangers qui achètent sur la dette à très court terme. Alors, certains disent, bah oui, mais c'est très bien parce que comme ça montre qu'il y a de la liquidité, ça montre qu'il y a de l'appétence pour la dette française, etc., etc. Et alors, un jour, je donne une interview dans un journal et je dis, bah, ce serait bien qu'on ait un minimum de dettes détenues par les épargnants français. Hein, ou un pourcentage qui serait fixé et qu'on dirait, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait moins de X% de la dette française qui soit détenue par des résidents français. Et là, j'ai des épargnants qui m'appellent, représentants des épargnants, qui me disent, nous, on ne veut surtout pas acheter de la dette française, c'est trop mal géré. Donc, vous voyez, c'est quand même un sujet qui est inquiétant. C'est-à-dire que les propres ressortissants de notre pays se disent « Ouh là 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 là, comment c'est géré ce truc mais je ne vais pas mettre mon argent là-dedans. Hein. » Et un banquier que je connais bien et que j'ai encore croisé hier soir et qui a dirigé une grande banque française me disait « Mais moi, j'ai plein de clients, Agnès, qui ne veulent plus détenir de dette française. » Et ça fait mal au cœur. Parce que se dire que ce beau pays qu'est la France, ses propres ressortissants, ils ne veulent plus acheter sa dette, c'est quand même quelque chose d'un peu gênant. Et puis aussi se dire que finalement, du jour au lendemain, il y a des étrangers qui peuvent se dire bah, tiens, on va attaquer la dette française et faire monter les taux. Et ça pose aussi des questions de géopolitique, d'indépendance, dans une situation qui est quand même difficile. Et alors, souvent, on m'a dit, mais vous savez, on n'est pas le seul pays à être très endetté. J'avais eu ce débat avec Éric Zemmour sur CNews quand il n'était pas encore politique et qu'il n'était que journaliste. Et il m'avait dit, la dette, on s'en fout, c'est pas le problème, etc., etc. Puis finalement, quelques années plus tard, il m'a appelé, il m'a dit, finalement, vous aviez raison. Bon. Donc, oui, parce qu'on ne s'en fiche pas de la dette. C'est un gros sujet. C'est quelque chose qu'on lègue à nos enfants, ça impacte parce que certains disent il n'y a qu'à arrêter de rembourser. Bon, à ce moment-là, on ne peut plus emprunter. Et on a des besoins de plus de 300 milliards d'euros par an. Et quand je vous dis 300 milliards, c'est gentil parce que c'est 310 pour l'État, mais il y a aussi la dette sociale. Donc on est plutôt toujours dans les 350. Hein. Vous vous rendez compte qu'on emprunte 350 milliards alors que la dépense de l'État, elle est autour de 500 et que la dépense totale sur l'ensemble des administrations publiques, c'est autour de 1 700 milliards d'euros. Et donc, cette bataille pour dire la dette est un problème, et pourquoi est-ce qu'on est dans ce problème-là ? Pas parce qu'on n'a pas assez d'impôts, parce que ça aussi, c'est un sujet super important.
Ces derniers temps, vous avez entendu, il y a eu François Bayrou qui a dit, quand il était Premier ministre, il y a un problème de dette. Il a dit, c'est un problème de dépenses. Bon, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais quand même, il a mouillé la chemise pour parler de ce sujet, et moi je trouve qu'il l'a plutôt bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu, à la fin août, tout d'un coup, une vague qui disait il n'y a qu'à faire payer les milliardaires de ce pays, les entrepreneurs et les entreprises, et il n'y a pas besoin de baisser la dépense. En fait, c'est ça qu'on nous a raconté, la taxe Zuckman, etc., etc. Mais ça s'appelle de la confiscation. Hein. C'est ça la réalité. C'est-à-dire faire payer les entrepreneurs de ce pays majoritairement, alors que c'est déjà ce qui s'est passé en 2025. Hein. En 2025, même le Haut Conseil des finances publiques reconnaît de l'ordre de 25 milliards de hausse d'impôts et de l'ordre de 0 milliard de baisse de dépenses. Hein. Oui, ouais. Parce que tout l'ajustement, la dépense publique en pourcentage du PIB entre 2024 et 2025 n'a pas baissé, elle a monté. Hein. Alors qu'elle était censée baisser en part du PIB. Les impôts, ils n'ont pas baissé, ils ont monté. Et qui est-ce qui a payé le surcroît d'imposition ? C'est une taxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés sur les grandes entreprises et une taxe plancher à 20%, 20% d'impôt sur le revenu minimum pour ceux qui ont plus de 250 000 euros de revenus par an. En général, c'est quoi? C'est des entrepreneurs. Et en fait, ça va à l'encontre totalement de ce qui a été la promesse d'Emmanuel Macron quand il s'est présenté en 2017, qui était de dire on ne va pas taxer le capital autant que le travail. Et en fait, on est en train de déboulonner complètement ça. Parce que petit à petit, on dit oui, mais ceux qui ont une partie de leur revenu qui est taxée au prélèvement forfaitaire unique, c'est que 12,8% d'impôt sur le revenu dedans, parce que vous savez que dans les 30%, il y a une part d'impôt sur le revenu, une part de prélèvements sociaux. Et alors là, on va dire non, c'est pas bien, il faut qu'il soit au niveau de 20%. Mais c'est lunaire en fait. Hein. Et ce qu'on a entendu aussi avec la taxe Zuckman, et vous l'avez sûrement entendu sur toutes les ondes, et notamment sur France Info, sur France Inter, etc., disant les Français en moyenne payent 50% d'impôts et les plus riches que 26 ou 27. Mais ça vient d'une étude qui est uniquement focusée sur les plus riches, des plus riches, et pas du tout sur l'ensemble des Français. Hein. Ceux qui payent soi-disant 50%, c'est en réintroduisant des revenus qui n'ont pas été distribués. Donc c'est comme si je vous disais, vous n'avez pas payé l'impôt sur ces 3 000 euros là. Oui, mais je ne les ai pas touchés. Ah oui, mais c'est pas grave, vous auriez pu les toucher. Alors, c'est exactement ça. Et en fait, on est en train d'inventer un truc, en train de dire, finalement, même de l'argent qui n'a pas été touché par le ménage, il doit pouvoir être taxé. C'est de l'anticipation de la taxe. Hein, voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2025, parce que je vous rappelle quand même que la loi de finances 2025, elle a été votée en février 2025, ce qui n'était jamais arrivé, sous la 5e. Pourquoi elle a été votée en février 2025 ? Parce qu'il y avait eu, vous vous en souvenez, la motion de censure, etc., la loi spéciale, enfin je ne vais pas revenir dessus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les impôts qui ont été votés en plus, les fameuses taxes exceptionnelles qu'on veut nous resservir pour 2026, donc c'est exceptionnel que de nom, eh bien, elles ont été en anticipation de la recette de l'année d'après pour pouvoir contourner en fait le principe de la non-rétroactivité fiscale. C'est-à-dire que normalement, on ne peut pas te taxer sans t'avoir dit avant que tu allais être taxé. Si je fais schématiquement. Donc, à force de mettre des pieds dans la porte en allant à l'encontre en fait des principes constitutionnels, on fragilise aussi. Et on fait de la cavalerie budgétaire, c'est-à-dire qu'on dit attends, j'ai pas assez de recettes, donc je vais aller piocher dans les recettes de l'année d'après pour aller remplir les caisses de cette année. Exactement ce qu'on a reproché à la mairie de Paris quand elle avait contourné, vous vous en souvenez, cette histoire de loyer. Je vois que monsieur connaît, les loyers sur, je ne sais plus, elle avait anticipé sur 25 ou 30 ans les recettes de loyer des logements sociaux. Ça avait été reproché par Bercy et en fait Bercy fait exactement la même chose au niveau du budget de l'État. Et ça c'est très très inquiétant pour la suite. Parce que ça veut dire, en fait, on déshabille Paul pour habiller Jacques, et puis après, hop, on refait un trou pour l'année d'après. Alors, hop, il faut recréer une taxe exceptionnelle pour l'année d'après. Et alors là, vous avez entendu parler des recettes de TVA qui ne rentrent pas. Et c'est 10 milliards de recettes de TVA qui ne vont pas rentrer. C'est 5 milliards pour l'État, mais c'est aussi 5 milliards pour le bloc sécurité sociale et collectivités locales. Ça veut dire qu'on aura moins de TVA que l'année dernière, ça je vous l'ai déjà dit. Mais on nous dit, il n'y a que la TVA qui ne rentre pas, mais ce n'est pas vrai du tout. L'impôt sur les sociétés, pourquoi la recette
est plus élevé, un peu plus élevé qu'en 2024, uniquement grâce à la surtaxe sur les grandes entreprises. S'il n'y avait pas eu la surtaxe sur les grandes entreprises, on aurait peut-être moins de recettes que l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est au maximum. Vous savez, cette fameuse idée que trop d'impôts, à un moment, ça a fait baisser la recette. C'est ce qu'on appelle l'effet Laffer, hein, la courbe de Laffer, qui fait qu'à un moment, bah voilà, vous augmentez le taux, vous augmentez la recette, et puis à un moment, vous arrivez sur un plateau et ensuite, ça redescend comme ça. Et c'est super intéressant de voir ce qu'ont fait les autres pays. Ce matin, je faisais 2 émissions. 7h20, 7h40, donc vous voyez, les journées sont longues. Et donc, je fais ces émissions et je parlais de l'héritage. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté France Info hier, c'était une journée spéciale sur l'héritage. Non, vous n'avez pas entendu. Et toute la journée, on parlait d'héritage. Et c'est la grande transmission. Donc, ils ont multiplié par 15 le niveau de transmission par an. Et ils ont dit, il y a 9 000 milliards qui vont passer d'une génération à l'autre. C'est terrible, il faudrait taxer plus. Hein. Alors, je vous dis, il y a 15 000 milliards de patrimoine des Français. Donc, si tous ensemble, là, tous les Français, on se mettait tous ensemble et on se disait, combien on a ? Bah oui, c'est vrai, il y a du patrimoine. Mais attendez, ça n'a pas été volé. C'est souvent le travail de plusieurs vies, hein, les vies des grands-parents, des parents, etc., etc. Et puis, pourquoi ils ont fait ça, les grands-parents, les arrière-grands-parents et tout ? Pour que leurs enfants, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas que leurs enfants travaillent. Ça veut dire que, bon, c'est parfois juste le petit coup de pouce pour arriver à s'acheter une maison, un appartement, commencer dans la vie, etc., etc. Sans les pourrir, mais la petite aide qui fait que ça change tout aussi pour la vie et puis pour la liberté, parce qu'on est plus libre quand on a un toit, quand on a quand même un minimum de sécurité. Et donc, sur ces 15 000 milliards de patrimoine, il y en a soi-disant 9 000 milliards qui vont passer d'une génération à l'autre. Alors ça, franchement, d'abord, on n'en sait rien. Parce que c'est des projections sur des parts de PIB qui correspondent au patrimoine qui vont être transmis, mais qui ont énormément augmenté dans leur simulation. Donc déjà, c'est pas sûr du tout. Donc en fait, ça va peut-être juste rester comme d'habitude, à peu près 400 milliards qui passent d'une génération à l'autre. Et c'est juste normal parce qu'il y a des gens qui meurent et voilà, c'est comme ça. Et on va pas tout leur spolier parce qu'ils sont morts. Hein. Vous savez, il y a plus de 80% des Français qui sont contre la taxation des successions et des donations. Et il y a plein de pays européens qui ont mis à zéro les niveaux de taxation. Voilà. C'est ce que j'expliquais ce matin. Et la Suède, par exemple, un pays social-démocrate. Ils ne sont pas spécialement à droite ou quoi que ce soit. Et ils ne sont pas spécialement super libéraux ou quoi que ce soit. Ils sont juste pragmatiques. Ils ont vu que le fondateur d'IKEA était parti. Ça leur a quand même gratté un peu la peinture. Vous voyez ? Parce qu'ils se sont dit, tiens, quand même, un des plus grands entrepreneurs de Suède qui s'en va. Et puis avec sa famille et tout. Et qui part en Suisse. Et donc, ils se sont dit, peut-être on devrait le faire revenir, vous voyez ? Parce que nous, on ne se dit pas ça. On ne se dit pas, nous, on fait la une de Libé, casse-toi pauvre con, hein, ou casse-toi riche con. Ça, c'est un truc très français. Plutôt que se dire, pourquoi des gars qui sont attachés à la France, qui ont monté leur business en France, qui ont plein d'employés en France, qui ont plein d'usines en France, finissent, ou de magasins, enfin, ça dépend les secteurs, évidemment, finissent par se dire, je vais quitter ce pays. Et jamais, jamais en se disant, yes, hein, c'est toujours un truc de crève-cœur. Hein, parce que moi, j'en rencontre. Hein, j'y vais en Suisse, en Belgique, au Portugal et tout ça, faire des conférences. Et je rencontre pas des gens qui sont super contents d'avoir quitté la France. Hein, ça, c'est pas vrai du tout. Ils sont tous en train de regarder toute la journée les télés françaises en se disant qu'est-ce qui se passe et tout. Ils sont super contents quand ils ont des Français qui viennent. Et moi, mon rêve, ce serait plutôt qu'ils reviennent investir en France, qu'ils reviennent avec leur patrimoine en France, leur famille, etc., plutôt qu'on leur dise, en gros, à un moment, et c'est d'ailleurs ce que disait une jeune entrepreneuse qui était allée chez François Hollande à un moment, justement, où, quand j'avais sorti On va dans le mur, elle était venue parler c'était la journée de l'entrepreneuriat. C'était génial, il avait invité plein de jeunes, plein de start-upers, et la fille disait, elle avait 20 ans, elle monte sur scène, elle dit, voilà, moi je mange des pâtes, j'ai pas de sous, j'ai monté ma start-up, je sais pas comment je vais faire, mais dans 10 ans, si je suis devenue très riche, vous allez dire que je suis trop riche, vous allez me taxer à mort, etc., etc. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on aide en plus plein de gens, parfois même avec de l'argent public pour démarrer et tout. Et ensuite, quand ils ont réussi, on leur dit, ah non, mais là, on va vous taxer dans tous les sens. Et les Suédois, eux, ils ont dit, nous, on va supprimer l'impôt sur la fortune et on va mettre à zéro les taxations des donations et des successions. Est-ce que vous croyez que leurs recettes fiscales, elles ont baissé ?
Voilà. Ça s'est passé en 2004. Entre 2000 et 2010, les recettes fiscales en valeur, elles n'ont pas baissé, elles ont augmenté de 27%. Voilà. Et le fondateur d'IKEA, il est revenu en Suède. Alors, moi, je vais vous dire des exemples comme ça, j'en ai plein, je ne vais pas vous en farcir la tête parce que voilà, je pouvais vous parler du Portugal aussi qui taxe à zéro sur ligne directe, etc., etc. Et quand je prends le rapport de la Fondation Jean Jaurès là, sur ce sujet de la grande transmission, avec leur calcul des 9 000 milliards, vous imaginez ce à quoi ils arrivent comme conclusion? Bah, il faut taxer plus. Nous, notre taux maximum en ligne directe, c'est 45%. C'est déjà énorme. Eh bien, ils voudraient le faire passer à 50%. Voilà. Ben, c'est pas normal. Voilà. Et dans plein de pays, alors vous prenez les Allemands, vous prenez... Mais tous ces pays-là, soit ils ont des taux beaucoup plus bas, maximum, c'est-à-dire autour de 30, soit même encore plus bas, que zéro comme les Suédois ou les Autrichiens, etc. Il y en a plein qui sont en train de passer à ça. Soit, ne serait-ce que pour les entreprises, ils mettent à zéro. Et je me souviens d'un hiver, j'étais dans les Pyrénées et puis c'était vers le 31 décembre. Et là, on me dit, Agnès, il y a un truc énorme qui sort. Là, c'est un rapport du Conseil d'analyse économique, je crois, qui dit le modèle irlandais, on n'a pas le droit d'avoir plus de 300 000 euros par héritage sur toute une vie de tous les héritages qu'on peut toucher. Alors, ils trouvent ça super. Alors, j'appelle les gens de mon équipe, on se fait un point et tout, parce qu'il fallait rédiger un papier en urgence sur le sujet. Et bien, on s'aperçoit d'un truc. Dans l'étude, ils n'avaient pas vu que pour transmettre les entreprises en Irlande, il y a un abattement de 90% de la valeur. Vous voyez? Et là, il y a quelques jours, il y a eu un rapport de la Cour des comptes, assez incroyable, qui dit sur le pacte Dutreil, je ne sais pas si vous connaissez le pacte Dutreil, c'est un truc qui dit que quand vous signez un accord avec vos enfants et que vous dites que vous allez garder l'entreprise, voilà, bon, bref, eh bien, vous avez un abattement de 75% sur la valeur des parts pour pouvoir transmettre les entreprises familiales. Et ça, c'est un sujet super important. Parce que dans les 10 ans qui viennent, il y a 50% des boîtes qui vont être transmises d'une génération à l'autre. Parce que les boomers, vous comprenez, et vous savez, pour certains d'entre vous, bah, ils arrivent un peu à la fin de leur parcours professionnel, on va dire, et donc, ils transmettent. Et ben, c'est génial s'ils peuvent transmettre à leur famille. Mais là, ce truc du pacte Dutreil, c'est un gars qui a été ministre des PME sous Chirac. Il a fait le job d'inventer ce dispositif. Pourquoi? Pour garder les boîtes familiales en France. Voilà. Parce qu'il s'est rendu compte que plein d'autres pays européens l'avaient fait. Et bien nous, qu'est-ce qu'on dit à la Cour des comptes? On dit qu'il faudrait quand même réduire la possibilité de baisser le niveau de taxation sur les successions parce que ça coûte quand même 5 milliards d'euros par an à l'État. Et nous, on dit, ouais, mais enfin, ça ne coûterait pas 5 milliards si on était taxé à zéro comme en Suède. Ça coûterait zéro, en fait. Alors, c'est toujours par rapport à quoi? Par rapport à qu'est-ce que je toucherais en tant qu'État si jamais je taxais tout le monde au maximum. Sauf qu'on n'est peut-être pas obligé de taxer tout le monde au maximum pour les dissuader d'investir. L'autre jour, je partais à Annecy faire une conférence et j'étais dans un TER. Et en face de moi, il y a un entrepreneur, par hasard, on commence à discuter. Il a 3 boîtes. 3 petites boîtes, hein. C'est pas des grosses boîtes. Il n'est pas milliardaire, il n'est pas multimillionnaire. Et je lui dis, bah alors, comment ça va et tout. Bah, il me dit, vous savez, je crois que je vais monter une boîte en Suisse. Hein. C'est juste de l'autre côté de la frontière. Et on parle avec les entrepreneurs d'Annecy. Ensuite, ils me disent, ah non, mais on n'arrive pas à embaucher parce que tous les gens, ils vont bosser de l'autre côté de la frontière tous les jours. Et en fait, on se dit, mais quel gâchis! Quel gâchis avec des gens aussi top qu'on a sur tout notre territoire. Et je peux vous dire que je vais partout. Hein. J'étais à Perpignan, à Bondy, j'étais à Saint-Brieuc, j'étais au Havre. Enfin bon, bref, je passe ma vie à rencontrer des gens partout en France. Et il y a des énergies partout qui sont bridées. Voilà. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça change. Il suffit de dire les choses telles qu'elles sont. Bah ouais, va falloir travailler plus longtemps. Bah ouais, ça fait pas plaisir à tout le monde. Bon, bah si ça fait pas plaisir de parler de ça politiquement, parce que finalement, c'est vrai que les politiques, ils sont pas super bons pour dire les choses qu'il faudrait faire et qui font pas plaisir. À ce moment-là, bah, c'est ce que j'ai proposé à Jean-Philippe Tanguy. Vous voulez pas vous occuper des retraites? Très bien, surtout vous en occupez pas. Qu'aucun politique s'occupe de retraite et qu'on fasse un système automatique comme au Portugal, voilà, en fonction de l'espérance de vie. Parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner qu'on aura une espérance de vie en bonne santé de moins en moins bonne. Vous y croyez, vous? Enfin, moi, franchement, j'y crois pas.
Aujourd'hui, l'espérance de vie d'une femme de 65 ans, c'est 23 ans et demi à peu près. En 2070, l'espérance de vie de la femme de 65 ans, elle sera de 27 ou de l'ordre autour de 27 ans. Et tout ce qu'elle aura gagné en espérance de vie supplémentaire, hein, et ça c'est chiffré, eh bien ce sera des années en bonne santé. Donc ce n'est pas des années en mauvaise santé, et grâce à des grands médecins, grâce à des gens qui nous soignent, grâce aussi parfois à l'intelligence artificielle qui va nous aider peut-être à diagnostiquer mieux, grâce à la prévention, grâce à une meilleure hygiène de vie, grâce à plein de choses, eh bien on va gagner des années en bonne santé. Et ces années en bonne santé, bah, en fait, il va falloir les passer à bosser, quoi. Enfin, c'est vrai, je suis désolée de le dire. Bon, j'ai pas dit que ma grand-mère a pris sa retraite à 90 ans, parce que bon, mais, mais en fait, le sujet, il est là. Hein. Et on a aussi un problème de natalité. Et moi, je suis très préoccupée par ça. Alors, je me dis comment on fait pour avoir un système qui repose en fait par répartition, qui repose sur les nouvelles générations qui travaillent pour payer les retraites de ceux qui sont à la retraite si on n'a pas d'enfants. Hein, et si on dissuade d'avoir des enfants. Et souvent, moi, je dis que la fiscalité, c'est la vie. Voilà. Pourquoi il y a de moins en moins de bailleurs à l'année pour des logements? Parce qu'on les taxe tellement qu'à la fin, il leur reste quasiment zéro sur leurs revenus fonciers. Donc, ça désincite complètement les gens à avoir des revenus fonciers. Hein. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant parfois d'acheter des sociétés civiles immobilières, etc., placées dans des logements allemands que dans des logements français. Et donc, on marche un peu sur la tête là-dessus. Après, on dit, il y a une crise du logement. Les jeunes ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des chambres supplémentaires pour leurs futurs enfants. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec la fiscalité? La fiscalité, ça doit être un booster, justement, pour investir dans le logement pour qu'il y ait des gens qui puissent trouver à se loger en location. Ça doit être un booster pour inciter à créer des entreprises. Ça doit être un booster pour inciter à créer des emplois, etc., etc. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et c'est pour ça que, bon, moi j'ai souvent des discussions avec les gens de Bercy et je leur dis, mais comment vous réfléchissez en fait là, il y a eu tout ce débat sur taxer les holdings des entreprises. Il fallait taxer les holdings, parce qu'il y avait des tonnes de gens qui avaient soi-disant des yachts dans leur holding. Donc, bon, déjà, il faudrait trouver des exemples concrets, parce que nous citer des cas, puisque comme ça, on y verrait plus clair. Et puis, je leur dis, mais il y a combien de trésoreries dans les holdings? Ah ben, on ne sait pas. Ah oui, mais bon. Et est-ce qu'il y en a plus que dans les autres pays? Ah ben, on ne sait pas non plus. Alors pourquoi est-ce qu'on veut taxer spécialement les holdings qui servent justement à payer les droits de succession, qui servent à investir dans faire de la croissance externe, etc., etc., etc. Et donc, je crois qu'on a beaucoup d'idéologie en fait dans notre pays. Hein. Et vous voyez, quand j'entends Zuckman ou Piketty qui disent que c'est scandaleux parce que les milliardaires français, dans les années 90, ils avaient 6% de l'équivalent du PIB, maintenant c'est 42%. Alors moi, je prends la liste des milliardaires français. Il y a le patron de Telegram qui est russe. Bon, il a un passeport français, mais je ne vois pas en quoi son business est spécialement français. Et puis, en fait, je vois plein de milliardaires français qui habitent en Suisse, qui habitent au Luxembourg, etc., qui ne sont pas du tout résidents fiscaux en France. Et donc, je demande au journaliste qui a fait le listing, mais pourquoi vous ne mettez pas à chaque fois ceux qui ne sont pas résidents fiscaux en France? Ça éclairerait quand même le lecteur, parce qu'à ce moment-là, le lecteur verrait que finalement... le gros drame de la France, c'est qu'il y a beaucoup de gens super intelligents, qui sont super entrepreneurs, qui sont partis. Hein. Ça c'est un plus gros sujet. Et c'est le débat que j'ai eu avec Éric Coquerel, le président de la commission des finances France Insoumise. Hein, c'est quand même quelque chose. Qui... non mais... Voilà, et j'ai dit, mais quand même, vous citez tous ces chiffres-là, mais vous dites jamais qu'il y a une grosse partie, de toute façon, qui ne serait pas taxée, même si vous créez toutes vos taxes, puisqu'ils ne sont pas résidents fiscaux en France. Ah oui, mais moi, ça, c'est pas le sujet, je veux parler d'autre chose. Bon. Et c'est un peu la même chose sur les aides aux entreprises. Là, on nous a beaucoup bassiné avec les 211 milliards d'aides aux entreprises. Moi, j'ai été auditionnée au Sénat par les sénateurs en question, un sénateur communiste et un sénateur LR. Et alors... je leur ai dit, vous savez, nous, on a travaillé sur les rapports de l'Inspection générale des finances. Bon, on travaille avec les datas, les données qu'on a. On a regardé toutes les subventions de l'État aux entreprises et on a vu que sur ce qui était documenté, on avait plus de 80% des aides aux entreprises et subventions, c'était pour des entreprises publiques.
Alors je lui dis, vous savez, monsieur le sénateur, si vous voulez supprimer vos subventions à la SNCF pour financer le régime spécial des cheminots ou je ne sais pas quoi, bah, libre à vous. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez bien compris que ce qui est vraiment des subventions, à proprement parler, c'est souvent des entreprises publiques qui les touchent. Le reste des aides, c'est quoi? C'est des allègements de charges sur les bas salaires, c'est ça. Et c'est des baisses d'impôts, par exemple, parce qu'on fait de la recherche, le crédit impôt recherche ou des choses comme ça. Donc, si jamais on supprimait tous ces allègements de charges et tous ces crédits d'impôt, ces baisses d'impôts, on doublerait l'écart de fiscalité et de cotisations sociales supplémentaires qu'on a par rapport aux autres pays de la zone euro. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait dire aux boîtes, fermez directement, hein, parce qu'on est déjà à 150 milliards de plus de fiscalité qui pèse sur nos entreprises, entre fiscalité, impôt sur les sociétés, etc., plus taxes de production que vous connaissez, la C3S, la CVAE, le versement transport, le forfait social, la taxe sur les salaires, etc., etc., hein, plus les charges employeurs qui sont plus chères que dans les autres pays. Et si en plus on supprimait les allègements qu'on a créés pour éviter qu'on soit trop étouffé en la matière, c'est pas 150 milliards qu'on aurait, c'est 300 milliards d'écart avec les autres. Autant dire, on quasi doublerait le niveau de fiscalité qu'on a pour nos entreprises. Mais c'est pas possible en fait. C'est juste impossible de rentrer dans ce jeu-là. Alors, j'expliquais aux sénateurs qu'il faudrait supprimer pour gager tout ça la cotisation famille, la cotisation chômage des entreprises, faire baisser l'impôt sur les sociétés de 5 points, supprimer toutes les taxes de production. Et alors là, il m'a dit, oui, mais là, le modèle social est à plat. Là, je dis, oui, mais bon, le problème, il est là. Le problème, c'est que le modèle social, il coûte trop cher, que c'est les boîtes qui payent. En fait, en gros, hein, si on schématise, l'écart de prélèvement obligatoire, c'est les entreprises qui le payent. Et donc, si en plus, vous enlevez les allègements de charges qui sont déjà compris dans l'écart qu'on a avec les autres pays, mais c'est juste un problème énorme de compétitivité. Et en fait, ils le savent très bien. Et d'ailleurs, pourquoi on a créé toutes ces taxes de production qui n'existent pas ailleurs? Pour financer, par exemple, les retraites. Hein, dans les 80 milliards de taxes de production qu'on a en France, et dont 50 milliards sont en plus par rapport à la moyenne de la zone euro, il y a 20 milliards qui financent, par exemple, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Hein, ça, c'est hyper important à dire. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire c'est parce qu'on dépense plus pour les retraites qu'on taxe plus les entreprises, la production des entreprises, avant même d'avoir réalisé 1 euro de bénéfice. Et je connais un petit peu Alain Rousset, parce que bon, ça fait quand même quelques années qu'il est président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui était Aquitaine avant. Quelques années. Quand j'étais stagiaire à Sud-Ouest, il était déjà président. Et à un moment, il était président de l'Association des régions de France. Et je lui avais dit, vous savez, on pourrait faire un truc vachement malin. On arrêterait de taxer sur la production. On aurait une part d'impôt sur les sociétés au niveau qui serait perçue au niveau des collectivités locales. Hein. Et on pourrait aussi dire qu'il faut baisser le niveau de fiscalité sur le capital et inciter à investir dans les territoires, etc., etc. Bon, à l'époque, j'avais pas eu trop gain de cause. Mais en fait, il faudrait que nos territoires soient connectés complètement au niveau de santé des entreprises. C'est-à-dire que des entreprises en bonne santé et des territoires en bonne santé. Et que à chaque fois qu'on prévoit un budget, on se dise, ou un budget local, on se dise, bah oui, mais on a intérêt à avoir des entreprises qui font du bénéfice et donc qui payent de la recette au niveau des territoires. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Alors qu'en Allemagne, par exemple, l'impôt sur les sociétés, il est prélevé en plus grande partie au niveau du bloc communal qu'au niveau fédéral. Et ça, c'est quand même super intéressant. Parce qu'en fait, il faut qu'on pense prospérité, création de richesse, création de valeur ajoutée. Et nous, on a au sein de notre richesse nationale une part qui vient des entreprises, une part privée, une part marchande, qui est beaucoup plus faible que dans les autres pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, donner le bon diagnostic, poser les vrais chiffres. Déjà, participer au débat en tant que société civile et dire et redire qu'on n'est pas pour plus d'impôts, mais pour moins d'impôts, pour moins de dépenses publiques. Mais aussi se poser la question de quelles dépenses publiques il faut baisser. Parce que
c'est bien de dire on est pour la baisse des dépenses. Mais souvent, on dit la même personne et le même politique qui vous dit mais moi, je suis pour la baisse des dépenses, le train de vie de l'État. Enfin, c'est très gentil de dire on va baisser le train de vie de l'État. Mais le train de vie de l'État, si on se pose sur le sujet du Sénat, de l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, etc., vous pouvez faire quoi? 500 millions d'euros d'économie. Ok, vous pouvez les faire. Mais on a 169 milliards de déficit public. D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas dans le même niveau de besoin de baisse de la dépense. En revanche, si on repousse l'âge de départ à la retraite à 66 ans, nous, on a fait tous les calculs à la Fondation IFRAP, j'ai apporté quelques numéros de la revue en la matière. Hein. On a sorti une étude 110 milliards de baisse des dépenses publiques pour sauver notre économie en janvier dernier. Hein. Et on dit qu'il faut faire absolument des baisses d'impôts tout de suite pour permettre que le côté baisse de la croissance qu'on va avoir au niveau finalement du secteur public, on le booste au niveau du secteur privé. Et c'est hyper important parce que ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire continuer à augmenter la dépense publique et aggraver le poids de l'impôt sur les créateurs de richesse, ça ne peut nous emmener que plus vite dans le mur de la dette. Alors, ça, c'est hyper important à comprendre. Si on veut ralentir notre progression vers le mur de la dette, il faut baisser l'impôt sur le capital et sur les entreprises, redonner de l'air aux créateurs de richesse, permettre de faire repartir potentiellement la création d'entreprises, d'usines, etc., de production française, même si vous avez vu avec l'histoire de Chine et du BHV, on a bien compris. Hein. Moi, j'ai regardé tous les chiffres et en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé les chiffres. Il n'y a que 3% des vêtements qu'on achète tous les ans qui sont produits en France. Hein. Alors qu'on a des super boîtes dans le textile technique et tout, et qu'on pourrait très bien être capable de produire des super vêtements dans notre pays, sauf qu'on a des tels niveaux de charge que c'est quasiment impossible. Hein. Et même ceux qui ont essayé avec des belles startups, etc., ils sont dans des situations hyper dures aujourd'hui, hein, très, 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 très dures. Donc, si on se met dans la logique de redresser la barre, il faut alléger la pression fiscale et sociale sur les boîtes. Et de l'autre côté, il faut permettre de travailler plus longtemps. Et ça c'est la clé. Hein. Donc, ça veut dire repousser l'âge de départ à la retraite. Nous, on a proposé en 2033 à 66 ans. L'OCDE vient de faire un rapport aujourd'hui qu'ils ont publié en disant « Mais attends, la France, ils n'échapperont pas au sujet. Ils seront obligés de repousser l'âge de départ à la retraite. » Donc, on est dans le déni le plus total hein, avec ce qu'on est en train de faire avec la suspension de la réforme. C'est une catastrophe. Hein, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, il y a la question des aides sociales. Il y a énormément d'aides qui peuvent être cumulées avec des niveaux qui dépassent le SMIC. C'est un problème. Alors, on va dire, mais oui, mais la même personne, dans la même situation, finalement, elle aura plus quand elle travaille que quand elle ne travaille pas. Sauf qu'en fait, ça occulte complètement le fait qu'il y a énormément de travail non déclaré et que finalement, à la fin, quand vous cumulez des aides et qu'à côté, vous avez du travail non déclaré, vous êtes hyper gagnant parce que vous n'êtes pas taxé sur les aides et vous n'êtes pas taxé sur votre revenu de travail. Hein. Donc en fait, vous êtes un passager clandestin du système d'une certaine manière puisque vous profitez de tout. Ça s'appelle de l'optimisation fiscale et sociale. Et à un moment, il faut casser cette dynamique-là. Alors nous, on a fait des propositions. On a mis au jour qu'il n'y avait que 40% des personnes qui touchent le RSA qui étaient inscrits à France Travail, ex-Pôle emploi. Ça a beaucoup fait parler quand même, hein, vous en souvenez. Résultat, maintenant, les gens qui sont au RSA sont obligés de s'inscrire à France Travail, mais ils ne sont pas obligés de chercher un emploi pour la plupart. Donc là, tu te dis, mais waouh, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en catégorie A. Et moi, j'avais eu ce débat pour l'Express avec Olivier Dussopt quand il était ministre. Et j'avais dit, mais attendez, vous allez faire exploser la catégorie A des demandeurs d'emploi. Il avait dit, non, on va créer des nouvelles catégories, F et G. Comme ça, ils ne vont pas augmenter le chiffre du chômage. Et donc, c'est là qu'il faut absolument qu'on fasse un travail aussi sur ces aides sociales cumulées. Nous, on a fait un sondage au Doxa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les Français ont répondu très clairement, à 72%, ils veulent qu'on plafonne à un maximum de 1 500 € par mois l'ensemble des aides sociales. Vous savez combien ça fait d'économies, ça? Ça fait 10 milliards d'euros d'économies par an. Hein. Et ce n'est pas négligeable. Hein. Et nous, on propose aussi de rendre non pas imposable l'ensemble des aides sociales, mais au moins que ça rentre dans le revenu fiscal de référence
Pourquoi ? Pour que ça rentre dans les statistiques de tous ces chercheurs qui nous font croire en permanence que les plus riches, ils payent beaucoup moins d'impôts que les moins aisés, parce qu'en fait, ils font des calculs juste dans l'assiette, juste par rapport aux revenus du travail, mais pas par rapport aux revenus des aides sociales. Donc même si vous touchez 2 500 € par mois d'aide sociale, vous n'aurez jamais le pourcentage calculé par les chercheurs en question en fonction du vrai niveau de revenus que vous avez. Et ça, c'est pour ça que nous, on les réintègre dans nos travaux et on a pu montrer les vrais niveaux de fiscalité payés en fonction des niveaux de revenus. Et là, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est dit ces derniers temps. C'est-à-dire que quand vous mettez tous les impôts directs et les cotisations sociales, vous êtes à plus de 55% de niveau de taux d'imposition par rapport aux revenus disponibles bruts des ménages quand vous êtes dans les niveaux les plus élevés de revenus, quand vous êtes à 11% dans les niveaux les plus bas de revenus, et en moyenne, c'est 28%. Hein. Mais ça, j'ai demandé à Bercy pourquoi ils ne faisaient pas une publication eux-mêmes, ou à l'INSEE, ou à, je ne sais pas, moi, la Cour des comptes, enfin, j'en sais rien, le Conseil des prélèvements obligatoires, ou n'importe qui pourrait remettre les pendules à l'heure en la matière. Donc, pour revenir aux 110 milliards de baisse de dépenses publiques, nous, on a tout décrit ligne à ligne dans cette étude. C'est tout à fait possible. On réduit les opérateurs de l'État, on réduit la masse salariale publique, parce que ça aussi, c'est le gros éléphant dans la pièce qu'on ne regarde pas. C'est 370 milliards de dépenses par an. On dit la première dépense, c'est les retraites, c'est presque 400 milliards de dépenses par an, mais juste en dessous, il y a la masse salariale publique, c'est 370 milliards d'euros. Hein. Donc là aussi, il y a une économie énorme à faire. Si on se mettait au niveau des autres pays, on ferait de l'ordre de 40 milliards d'euros d'économie par an sur la masse salariale publique. Donc déjà, si on pouvait se fixer un objectif de 20, ce serait pas mal. Sur les retraites, ce qu'on propose, nous, ça fait 20 milliards d'euros d'économie par an. Et je peux vous égrener énormément de propositions d'économie comme celle-là. Après, la question, c'est est-ce qu'on a envie d'ouvrir la boîte noire de l'organisation publique, de voir les doublons entre les collectivités, la Sécu et l'État déconcentré. Est-ce qu'on a envie de le faire ? Parce que, par exemple, si on regroupe toutes les aides sociales en une allocation sociale unique, vous avez vu que le Premier ministre l'a proposé, ça c'est une proposition qui vient tout à fait de la Fondation IFRAP. Rien que sur les dépenses de coûts de gestion des aides, nous on pense qu'on peut économiser 2 ou 3 milliards d'euros par an en fusionnant toutes les aides, mais ça demande de les faire donner par Bercy en crédit d'impôt de manière automatique. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, il faut fermer des CAF, il faut se poser la question de conserver ou pas le département, etc., etc. Et là, on rentre dans le dur du problème. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le problème qu'on ait beaucoup d'agents publics, 1 million d'agents publics à peu près en plus par rapport aux autres pays. Il n'y a pas que ce problème-là. Il y a le problème qu'on a beaucoup plus d'élus que dans les autres pays. On a plus de 600 000 élus. Rien qu'en dans la région Île-de-France, on a calculé le nombre d'élus, c'est 30 000 élus. C'est autant que toute la totalité des élus du Royaume-Uni. Vous voyez ? Donc, à un moment, il y a peut-être un truc à faire. Et je ne dis pas qu'il faudrait mal les payer. Hein. Je pense qu'il faut mieux les indemniser, mais qu'il y en ait moins. Voilà. Et ça, ça pose aussi la question de commune-intercommunalité. Bon, là, les municipales arrivent. Comment on y voit clair sur le sujet de où est la dette ? Est-ce qu'elle est au niveau de la commune ? Est-ce qu'elle est au niveau de l'interco, etc. Comment on vote ? Est-ce que la gestion est bonne ? Est-ce qu'elle n'est pas bonne ? Est-ce qu'on s'y retrouve ? Donc nous, on va republier. PESAC était arrivé 6e sur les communes de sa strate sur 50 villes, donc plutôt bien classé. La dernière fois qu'on avait publié une étude, je ne sais pas si vous la connaissez, cette étude, c'était Palmarès de la gestion des plus grandes villes de France. On l'avait publiée, c'était à l'époque sur des chiffres 2018 et c'était en 2020, en février 2020. Et vous étiez parmi les villes qui avaient les meilleures notes, mais on additionnait le niveau de la métropole et le niveau de la commune pour essayer d'avoir une vision exhaustive du sujet. Et ça, c'est aussi un sujet. C'est est-ce que les citoyens peuvent avoir une vision claire de la gestion locale ? Hein. Et on s'est rendu compte parfois qu'il y avait plein de hors-bilan, plein de dettes qui étaient cachées en dehors de ce qui est affiché par les communes, etc., etc. Et ça aussi, c'est un travail que doit faire le secteur public parce que la Cour des comptes, ils ont tous les chiffres sur l'ensemble du territoire. Pourquoi ils ne font pas des classements sur la bonne gestion ? Et ça aussi, c'est un sujet sur les collectivités locales. Il n'y a pas que l'État et la Sécu qui doivent se serrer la ceinture. On a sorti une étude qui montre que si on se met à la moyenne
des collectivités locales, strate par strate, hein, avec vraiment les communes de la même taille, etc., les EPCI et tout, enfin, les régions et les départements, c'est 7 à 8 milliards d'euros par an qu'on peut faire sur les dépenses de fonctionnement. Hein. Et si on se mettait sur les 10% qui gèrent le mieux, c'est 30 milliards d'euros d'économie par an. Donc il y a du boulot. Et le problème, c'est qu'on ne valorise pas les bons gestionnaires, malheureusement, dans ce pays. On valorise les mauvais et on ponctionne les bons gestionnaires pour donner aux mauvais. Hein. Et ça, c'est un énorme problème. Hein. Parce que dans d'autres pays, notamment en Italie, on valorise les bons gestionnaires au niveau local et on les met en avant. Il y a des sites internet où chaque citoyen peut comparer sa commune avec les autres, etc. Et il y a vraiment de l'ouverture de la donnée publique en la matière, alors que nous, on est encore au b.a.-ba sur ce sujet. Donc, comptez sur nous, on va faire cette étude. On va mettre les 500 premières villes de France, et peut-être même plus, qu'on mettra en ligne et on expliquera est-ce que ça a monté, est-ce que ça a baissé en termes de dette, en termes de dépenses de fonctionnement par habitant et tout. Alors évidemment, tout ça, c'est un énorme travail. Il reste tellement à faire. Mais j'ai envie de dire, on n'a tellement rien fait que si on commence à s'y atteler, il y a énormément d'impact derrière et énormément de choses qui peuvent se passer. Vous savez, le Portugal, ils allaient très très mal et maintenant ils sont en excédent. Hein, et ils sont en train de se réindustrialiser, ils sont en train de produire de nouveau chez eux. Donc il n'y a pas de fatalité, il n'y a aucune fatalité. En fait, on se met nous-mêmes des boulets aux pieds, on s'empêche d'avancer. On se crée des normes supplémentaires, on se crée des difficultés supplémentaires. C'est aussi quelque chose que j'ai dit au président de la République. Hein. Certains codes, le code de l'environnement, plus 32% depuis 2017, hein, en nombre de mots, plus 32%. Mais moi, j'y croyais pas quand j'ai préparé l'émission avec les gens de TF1. Ils m'ont dit, on veut pas tes chiffres depuis 2000, on veut des chiffres depuis 2017. J'ai dit, ok, bon, je vais regarder, mais ça va rien faire. Si, ça a fait des trucs énormes. Et même le président, il savait pas quoi dire. J'ai dit, bah oui, bah c'est vous qui avez mis des normes de fou là partout. Et alors il dit, mais c'est pas moi qui vote à l'Assemblée. J'ai dit, non, là, c'est pas une bonne défense. Hein. Donc, en réalité, on s'empêche d'avancer, mais il y a toutes les chances d'arrêter de le faire et toutes les possibilités d'arrêter de le faire, à condition aussi d'être honnête, c'est-à-dire d'être un peu sincère, de regarder les choses clairement, de ne pas faire de la politique politicienne. Et je pense que les Français ont un énorme besoin de sincérité aujourd'hui. Ils souffrent énormément d'être ballottés par les uns, par les autres, et avec des programmes qui ne sont pas cohérents et cortiqués. Et ce que nous faisons à la Fondation IFRAP aussi, c'est qu'on évalue tous les programmes. On échange avec toutes les équipes de campagne. Je peux vous dire qu'on est déjà en train de faire un travail de comparaison des programmes pour de potentielles législatives, hein, parce qu'on peut très bien avoir des législatives en janvier, en février, en mars, en avril, enfin on ne sait pas. Il peut y avoir une motion de censure encore, il peut y avoir une dissolution, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on se tient prêt. Et je dois dire que je suis absolument persuadée que nos concitoyens ont une vraie appétence pour ces questions, ont un vrai besoin de compréhension. Et je ne pense pas qu'il faut du tout baisser les bras. Au contraire, c'est le moment où il faut vraiment être concentré sur l'objectif. L'objectif, c'est retrouver de la prospérité. Et absolument pas se dire que tout est perdu. Parce que c'est dans le moment où on commence à comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et c'est ce moment-là. Hein. C'est le tournant de la dépense. Voilà. On comprend que l'argent n'est pas magique, que ça ne vient pas du ciel, qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir rénover notre système. Et je pense que c'est que le début de la prise de conscience. On est en train de se réveiller. Et donc, il faut pousser dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire, pas dans le sens, évidemment, de plus d'impôts, de plus de normes, de plus de contraintes, mais dans le sens inverse. Et je suis persuadée que c'est ça que nos concitoyens attendent. Donc, il faut absolument rester concentré sur cet objectif-là et sur l'objectif des solutions. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on sort une étude, on propose des solutions, on explique ce qui s'est passé ailleurs, on chiffre, on donne des perspectives. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans ce livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une vraie prise de conscience. Ça fait peur quand même. Hein, ça fait peur parce qu'on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Mais en fait, ça bouge énormément. C'est quand on croit qu'on ne bouge pas que ça bouge. Oui. Je vous assure. Bon. Je vous assure. Moi, j'ai commencé à la Fondation IFRAP, qui s'appelait à l'époque l'IFRAP.
les journalistes me raccrochaient au nez. Ils voulaient pas entendre parler de ce qu'on faisait et tout ça. Maintenant, les mêmes nous disent c'est formidable ce que vous faites, continuez. Est-ce que vous sortez bientôt une étude? Vous pourriez nous donner votre étude en exclusivité? Tiens, est-ce que vous travaillez sur tel et tel sujet? Donc, il y a un travail, il y a une compréhension qui s'est passée là, ces dernières années. Même, vous savez, même les agents publics eux-mêmes, on croit qu'ils sont immobiles et tout. Pas du tout, c'est pas vrai. Il y a plein d'agents publics qui nous aident, plein de hauts fonctionnaires de la Cour, de l'inspection des finances, de Bercy, du Conseil d'État. Et je dirais même que dans notre sondage, il y a plus de 50% des agents publics eux-mêmes qui sont pour embaucher plutôt sous contrat et plus sous statut. Enfin, tout ça, ça bouge énormément. Donc, je crois qu'il faut y croire. Il ne faut pas se dire que la France est immobile, va rester immobile. Au contraire, je pense qu'on va se remettre à avancer parce que la période actuelle nous fait comprendre la situation beaucoup plus vite. Bon, il faudra du temps. On peut attendre combien de temps? On peut se donner rendez-vous dans 10 ans là? Alors, c'est toute la question. C'est toute la question de est-ce qu'à un moment, il va y avoir, et ça, personne ne le maîtrise, et je suis absolument incapable de vous dire à quel jour, quelle heure il peut se passer quelque chose sur les marchés, une attaque des marchés sur la dette française, des taux qui augmentent d'un seul coup, une charge de la dette qu'on n'arrive plus à payer, etc. En fait, c'est de ça aussi qu'ont peur nos concitoyens. C'est pour ça qu'ils thésaurisent, c'est pour ça qu'ils se disent « oulala, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ?» Parce qu'en fait, ils comprennent beaucoup mieux que ce qu'on croit la situation économique du pays. Et il peut aussi ne rien se passer pendant beaucoup de temps et que finalement, tout ça, ça avance pas forcément dans la bonne direction. En même temps, d'une certaine manière, le président actuel de la République, il rassure les marchés parce que c'est un banquier, parce qu'il est d'inspection des finances, etc. Et oui, c'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe. Et oui, parce que c'est très étrange, parce que finalement, ils se disent, mais lui, il comprend les mécanismes de la finance et tout et tout. Alors que dans la même personne qui aurait fait le même niveau de dépenses, ça ferait longtemps qu'il aurait été rattrapé par les marchés et par les taux. Hein. Voilà, je vous le dis parce que pour préparer l'émission sur TF1, j'avais fait le calcul des dépenses supplémentaires depuis 2022 et j'avais comparé au programme de Mélenchon de 2022. Et en fait, en 3 ans, Emmanuel Macron avait fait plus de dépenses supplémentaires que ce qu'annonçait Jean-Luc Mélenchon en 5 ans. Hein. Non, mais c'est intéressant quand même de voir le truc. Et évidemment, il y aurait une sanction beaucoup plus forte si ça avait été le cas par, on va dire, une autre étiquette politique. Donc, d'une certaine manière, on vit un peu en dehors du réel, là, en ce moment, hein, jusqu'en 2027. Mais tout peut se précipiter assez vite et il est vraisemblable que tous ces sujets de gestion publique, d'organisation des missions publiques, de coûts de production des services publics, de dette, de charge de la dette, de qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre pour financer justement nos équipements de défense, nos prisons, etc., qui sont des sujets importants. Vous avez encore entendu qu'il y a une telle vétusté à la prison de Dijon qu'ils ont réussi à partir avec des draps. C'est quand même assez dingue. Ils ont scié les barreaux. Non, mais... Les draps étaient solides. Bon, mais le sujet, c'est qu'à un moment, ce seront les sujets centraux de la campagne de 2027. Et il faut espérer qu'on va challenger assez les responsables politiques. En tout cas, nous, on essaiera de le faire au maximum pour qu'on soit sur les vrais sujets.